L'idée des sœurs Wilcox, c'est au départ vraiment la volonté de faire quelque chose qui se passe au XIXe siècle, fin XIXe siècle. Parce que c'est une époque que je connais assez bien pour avoir déjà écrit d'autres romans dedans. Et puis Londres est aussi une ville que je connais assez bien. Donc c'est plus une question d'atmosphère, d'ambiance générale, donc quelque chose d'assez sombre, d'assez mystérieux, avec un arrière-plan historique qui est important, donc avec des personnages réels, comme par exemple la reine Victoria, ou Bram Stoker, ou Conan Doyle, et puis des personnages imaginaires, des personnages de fiction, comme Dracula ou Sherlock Holmes. En termes d'inspiration, en termes d'atmosphère, voilà. Quand je vais à Londres ou quand je vais à New York, j'ai des idées de romans qui arrivent. Quand je vais à Paris, non, mais j'habite à Paris. C'est peut-être pour ça aussi, l'herbe est peut-être plus verte ailleurs il y a un côté, même si c'est pas très loin, Londres par exemple, pour moi c'est tout de suite exotique. Euh, voilà. Et puis la culture associée aussi à l'Angleterre victorienne, c'est-à-dire de Alice au Pays des Merveilles à Dracula, en passant par Peter Pan, même si c'est un peu plus tard, etc. La poésie, la peinture, les écrivains de l'époque, voilà, c'est des choses que je connais bien et qui m'inspirent pas mal. Le mélange réalité et fiction, on retrouve ça notamment dans une littérature, dans un courant littéraire qui s'appelle le steampunk, qui est un néologisme qui a été formé il y a, je sais plus, une trentaine d'années, il me semble, et qui décrit des histoires qui prennent pour cadre la révolution industrielle, mais une révolution industrielle qui se serait passée exagérément bien, en tout cas en termes techniques, c'est-à-dire que ça va être des mondes peuplés de dirigeables, d'automates, de machines volantes, voilà, de supercalculateurs. C'est un peu comment nos arrière-grands-parents voyaient l'an 2000 d'une certaine façon. C'est-à-dire que voilà, c'est un univers qui est très technologique. Steampunk, steam c'est vapeur, donc il y a plein de machines à vapeur. Finalement la vapeur joue le rôle de l'électricité d'une certaine façon, mais l'électricité est présente aussi. Il y a un foisonnement technologique avec tout ce que ça implique. C'est une sorte de rétro-science-fiction, quoi. Le côté, moi, monstrueux du vampire, il cohabite avec le côté séducteur. C'est-à-dire qu'il y a des vampires qui sont plutôt des sortes d'aristocrates un peu ténébreux et cruels et sophistiqués. Et il y a aussi véritablement des monstres, c'est-à-dire des personnages qui ont perdu toute humanité. C'est ça, de toute façon, qui est au cœur de la problématique du vampire, c'est est-ce qu'on reste humain malgré tout, malgré les pouvoirs, malgré l'appétit de sang, qu'est-ce qui reste d'humain en nous? Donc ça, on voit sans mal en quoi aussi ça peut intéresser les lecteurs aujourd'hui de façon générale. Enfin, le questionnement qu'on retrouve aussi dans la science-fiction hein, sur des gens qui se font greffer des bras ou qui ont des pouvoirs ou qui ont des puces dans le cerveau, jusqu'à quel point ils sont encore humains. Mais le côté, moi, monstrueux, au sens anormal, hein, et puis la part de ténèbres qui peut exister dans chaque personnage, pour moi, ça reste quelque chose d'important dans ces romans-là. Euh, mes deux personnages et les deux sœurs essayent vraiment autant que possible de ne pas boire du sang humain, par exemple, et puis de rester dans un contexte où elles sont entourées d'humains et où elles servent une cause qu'elles estiment être bonne. Elles ne laissent pas libre cours à leurs pulsions en se disant super, maintenant on va s'éclater, on peut boire du sang, on peut voler, on peut courir très vite, etc. Et pour moi, la monstruosité qui est associée au vampire, elle est aussi la résultante de son immortalité ou prétendue immortalité, c'est-à-dire que quand on vieillit plus, d'une certaine façon, on peut devenir fou. Est-ce que c'est pas l'absence de perspective de la mort qui peut rendre fou les vampires? C'est-à-dire il n'y a plus de bornes, il n'y a plus de notion de destin, de choses à accomplir. Et le bien et le mal, ça devient beaucoup plus flou parce qu'on se dit finalement, même la question de rédemption, des choses comme ça, on se dit, si j'ai l'éternité devant moi, à quoi bon me soucier des conséquences de mes actes? C'est évident qu'à écrire, c'est quand même plus rigolo, mais ça n'a rien à voir avec la préférence pour un personnage ou pour l'autre, fondamentalement en tant que personnage, mais par contre en tant que
qu'écrivain à mettre en scène, le personnage de Amber qui est plus exubérante, qui est plus un peu petite peste, hein, est plus marrant à écrire, ne serait-ce que dans les dialogues, parce que c'est quelqu'un qui va être impertinent, qui va avoir l'esprit de contradiction, qui va être dans la désobéissance, dans le défi. Et bon. Donc ça, comme personnage pour un écrivain, c'est plus fun à mettre en scène qu'un personnage qui est introverti, éventuellement dans la soumission, etc. Mais on voit bien dès le deuxième tome que c'est pas aussi simple que ça, en fait. Et que justement, moi, ce à quoi je veux arriver, c'est que ces caractères qui semblent bien fixés, bien trempés au départ, au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, on s'aperçoit que c'est pas aussi simple. Que quelqu'un qui est introverti peut être amené justement pour se dépasser à faire des choses dont elle se serait jamais crue capable. Et puis quelqu'un qui, au contraire, toujours à la ramener beaucoup, au bout d'un moment va se dire il faut peut-être que je me calme, il faut peut-être que je prête plus d'attention aux autres, etc. Donc les caractères vont s'entremêler et les trajectoires ne seront pas toujours celles qu'on pensait deviner au départ. J'ai toujours eu un intérêt pour l'écriture, mais devenir écrivain, tout simplement parce que je ne savais pas ce que c'était concrètement, et je pense qu'il y a finalement peu de gens qui le savent, je ne peux pas dire que c'est un rêve d'enfance. Pour progresser et pour savoir si on a en soi la petite étincelle qui peut suffire, il faut que quelqu'un vous donne cette information, vous ne pouvez pas le deviner vous-même, et a priori ce ne sera pas votre mère ou votre grande sœur qui vous le dira, parce que c'est des gens qui ne sont pas objectifs et dont ce n'est pas le boulot. Donc il faut réussir, et ce n'est pas évident, mais il y a des moyens, d'obtenir un avis professionnel ou semi-professionnel, même sur un petit texte, pour savoir si justement ça vaut le coup ensuite de s'investir là-dedans et de faire beaucoup d'efforts.